Debbie regarda sa main comme si elle ne l'avait pas remarqué. Elle rougit et répondit « Je faisais la vaisselle avant de partir et je l'ai enlevée. J'ai simplement oublié de la remettre. » Je levai alors mon autre main, qui arborait une bague en améthyste. « Je suppose que je suis juste distraite. J'ai probablement pris une chose et oublié l'autre, » dit-elle sans conviction. « Eh bien, la prochaine fois, souviens-toi du diamant et oublie l'autre, » dis-je en plaisantant, laissant l'affaire en suspens. Les vacances de Thanksgiving arrivèrent et nous passâmes un merveilleux week-end de 4 jours. Debbie passa la majorité du temps chez moi. Je lui montrai l'avancement des travaux. Nous discutâmes de ses idées de décoration et je les ajoutai à la liste du projet. Nous fîmes également du shopping pour les luminaires et les tapis. Quand Debbie rentra pour Noël, elle dit qu'il y avait toujours des problèmes avec la voiture. Et compte tenu des chutes de neige records dans l'Up, elle n'était pas certaine de pouvoir revenir souvent cet hiver. Je savais que même par beau temps, le trajet se transformait en un périple épuisant de 6 heures. Son père et moi examinâmes la voiture et décidâmes qu'il ne valait pas la peine d'y investir beaucoup d'argent. Je finis par acheter une Jeep de 2 ans encore sous garantie. Le mécanicien l'inspecta et la déclara en bon état. Je la donnai à Debbie en lui disant que maintenant je n'avais plus d'excuses pour ne pas la conduire jusqu'à chez elle. Je le dis sur un ton plutôt humoristique, mais elle ne sembla pas trouver cela amusant. Je l'appelai tôt le lendemain matin, souhaitant lui parler, et à ma surprise, un homme répondit au téléphone. Ne sachant pas si j'avais composé le bon numéro, je demandai « Qui est-ce ?»« Tom. »« Qui cherchez-vous ?»« Debbie Königsknecht. »« Est-ce son numéro ?»« Bien sûr. Attendez une seconde. » Je l'entendis appeler Debbie. En arrière-plan, j'entendis Debbie dire « Quoi ?» Et l'homme répondit « Le téléphone. » Je crus entendre Debbie murmurer « Tu sais que tu ne dois pas répondre au téléphone. »« Qui est-ce ?» Et l'homme répondit « Je ne sais pas. Un type. » Debbie prit le téléphone et dit « Allô ? C'est moi, Debbie, dis-je doucement. Bonjour, chérie. Tu appelles bientôt. Comment était la Californie ? Dit-elle précipitamment. Je n'ai rien vu d'autre que l'intérieur de l'usine. Qui a répondu à ton appel ? Oh, c'était Tom, le petit ami de Miranda. Un jour de semaine ? Si tôt le matin ? Eh bien, il passe parfois la nuit chez Miranda. Tu sais comment c'est, Dave. Elle dit cela d'un ton quelque peu défensif. Oui, je sais comment c'est, Debbie. Mais je n'aime pas que des hommes passent la nuit chez ma fiancée, dis-je, légèrement contrarié. Dave, tu n'as pas à t'inquiéter. Ils sortent ensemble depuis un moment maintenant. Est-ce qu'on va bientôt se retrouver ? Tu m'as manqué pendant les vacances, mon amour. Je l'ai laissé me distraire, et nous avons convenu de nous retrouver à Harbor Springs dans quelques semaines. Je l'ai questionnée sur la Floride, et elle a vaguement répondu qu'ils avaient passé un bon moment et que le temps était magnifique. Cette conversation m'a laissé un sentiment de malaise, mais il s'est estompé dans l'effervescence des préparatifs de la remise des diplômes et du mariage. Harbor Springs était le dernier endroit où nous nous étions vus avant la remise des diplômes. Debbie excellait dans toutes les matières et était en bonne voie pour obtenir son diplôme dans les temps. C'était un accomplissement remarquable. La chaîne de magasins où elle effectuait son stage depuis 2 ans lui avait proposé un poste permanent de directrice, qu'elle avait accepté. Les parents de Debbie et moi avions déjà parlé d'assister à la cérémonie. Quand j'en ai parlé à Debbie, elle a tenté de minimiser l'importance de sa présence. La cérémonie ne durerait qu'1 heure, et elle voulait partir tout de suite après. Mais je lui ai assuré qu'il n'était pas question que je manque cet événement, et la discussion s'est arrêtée là. À l'approche de la remise des diplômes, Carl, Angela et moi avons prévu d'y aller ensemble. L'événement devait avoir lieu le jeudi matin à 11 heures. Nous avons été déçus quand Debbie nous a dit qu'elle serait à la soirée des diplômés la veille. Et le lendemain matin, elle et ses colocataires seraient occupés à rendre la maison au propriétaire avant de se rendre directement à l'auditorium. Donc même si nous arrivions la veille, nous ne la verrions pas avant la fin de la cérémonie. La plupart des cérémonies de remise des diplômes se déroulent de la même manière. On écoute les intervenants de l'école, les diplômés d'honneur prennent la parole, l'invité d'honneur fait son discours, puis les diplômés sont appelés pour recevoir leur diplôme. Ensuite, tous les diplômés lancent leur chapeau en l'air, et c'est terminé. Nous sommes sortis de l'auditorium vers la rue où les diplômés se rassemblaient, se félicitant mutuellement avec leurs familles, et bien sûr, prenant des photos dans leur toge,
exprimant leur soulagement ou leur surprise d'avoir enfin réussi. Finalement, nous avons repéré Debbie parmi un groupe de diplômés qui posaient pour des photos. En nous voyant approcher, Debbie s'est séparée du groupe, est venue vers nous, nous a embrassés et étreints. Elle nous a montré son diplôme avec enthousiasme et nous avons pris des photos avec elle dans nos toges à tour de rôle. Son père lui a dit quelque chose à propos de voir ses amis. Debbie a regardé en arrière vers le groupe toujours attroupé autour d'elle et a rapidement répondu que la plupart d'entre eux n'étaient pas vraiment des amis, juste des connaissances. Mais il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer. Attends ici, je vais la chercher. Et elle se précipita vers la foule et s'y engouffra. Quelques minutes plus tard, elle réapparut, traînant derrière elle un visage familier. « Maman, papa, voici Miranda, ma colocataire. Dave, tu te souviens de Miranda, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « Bien sûr, c'est bon de te revoir, Miranda. Ça fait un moment. » Miranda semblait mal à l'aise pendant que nous nous serrions tous la main. Nous avons bavardé pendant quelques minutes quand j'ai finalement demandé, « Miranda, Josh est-il ici? Il a obtenu son diplôme aussi, non? J'espérais le voir. » Miranda secoua la tête et répondit, « Il n'est pas là, Dave. Je crois qu'il a trouvé un emploi quelque part sur la côte ouest et a dû partir. » Debbie intervint rapidement, « Dave, maman, papa, Miranda a accepté d'être ma demoiselle d'honneur. N'est-ce pas formidable? » Ils se mirent tous immédiatement à parler de cette merveilleuse nouvelle. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer que Miranda ne semblait pas enchantée par l'idée. Après quelques minutes de discussion, Miranda s'excusa en disant qu'elle devait rejoindre quelqu'un. Elle s'éloigna et rejoignit un groupe de 3 ou 4 jeunes hommes qui, je l'avais remarqué, nous observaient. L'un d'eux semblait contrarié par quelque chose. J'en fis part à Debbie, et dès qu'elle regarda dans cette direction, elle dit « Nous devrions y aller, ma voiture est déjà chargée sur le parking. » Elle me prit la main et s'éloigna de la foule, Carl et Angela nous suivant. Après nous être arrêtés pour un déjeuner de célébration dans l'un des bons restaurants de la ville, nous avons entamé le long trajet du retour. Je conduisais la Jeep avec Debbie. Ses parents étaient assis à l'arrière. Le voyage était agréable. Debbie et moi discutions du mariage, des projets de lune de miel et bavardions simplement. J'ai été déçu quand Debbie m'a dit qu'elle allait passer la nuit chez ses parents. Elle compatissait, mais disait qu'elle devait rester chez elle quelques jours pour passer du temps avec eux. Et ses parents n'étaient pas d'accord pour qu'elle emménage avec moi avant le mariage, même s'ils savaient que nous passions souvent la nuit ensemble. Les semaines précédant le mariage ont filé. Nous travaillions tous les deux et essayions de faire autant que possible dans la maison. La majeure partie de l'intérieur était terminée, à l'exception des parquets qui devaient être rénovés. Au-dessus du garage, j'ai fait la finition brute de l'atelier, mais nous le terminerons pendant l'hiver. Je commençais à douter que la maison soit un jour terminée. Le jour du mariage est passé comme un éclair. Debbie était une magnifique mariée et tout s'est parfaitement déroulé. Le mariage était assez intime, seulement environ 150 invités. J'ai été surpris que Miranda soit la seule invitée de l'université de Debbie et qu'elle ne soit même pas venue avec son compagnon. Mais tout le monde s'est bien amusé. Le lendemain, nous sommes partis en lune de miel sur l'île caribéenne de Saint-Martin. Nous avons passé 10 merveilleux jours sous le soleil. Nous dégustions des repas gastronomiques chaque soir. Nous savourions de la bière Heineken, du vin français et des piña coladas. Nous partagions des moments intimes quotidiennement. J'ai surpris Debbie en l'emmenant sur quelques plages naturistes. Elle était réticente et timide au début, mais après les premières heures de camping, elle s'y est adaptée comme un poisson dans l'eau. J'ai découvert qu'elle avait un penchant pour l'expression corporelle. L'image d'elle se promenant sur la plage avec ce bronzage restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Elle était sans doute l'une des 3 plus belles femmes sur toutes les plages que nous avons visitées. De retour chez nous, nous nous sommes détendus et étions prêts à entamer notre vie conjugale. J'ai commencé une rotation de 6 mois en journée, la première fois que je travaillais de jour depuis le début de mon internat. Cela limitait mes possibilités de travail à temps partiel, mais nous permettait d'être ensemble chaque soir. Cela nous a aussi aidé à développer une vie sociale avec d'anciens amis du lycée que nous avions rarement vus ces dernières années. Financièrement, nous étions à l'aise. Si bien qu'au moins la moitié du salaire de Debbie servait à rembourser ses prêts étudiants. Nous voulions sérieusement les rembourser avant d'avoir des enfants. Presque chaque week-end, nous allions à des soirées ou dans un bar rock pour danser.
Nous avons même réussi à faire du camping 2 fois de plus avant qu'il ne fasse trop froid. Le groupe d'amis issus de nos relations du lycée s'est en quelque sorte soudé en un cercle social étroit. Nous étions tous assez jeunes, avec des enfants ou prévoyant d'en avoir dans un futur proche. Certains d'entre nous sortaient occasionnellement ensemble dans des bars, mais nous nous réunissions surtout pour des barbecues, des repas conviviaux ou simplement des fêtes chez les uns ou les autres. J'étais désolé quand il fut temps de retourner travailler de nuit. D'un côté, cela faciliterait l'accomplissement de ces lucratifs emplois à temps partiel, mais de l'autre, cela limiterait nos activités sociales. J'étais à environ 6 mois d'obtenir mon diplôme de compagnon, et une fois obtenu, je pourrais alterner plus régulièrement les équipes de jour. Un effet secondaire auquel je n'avais pas pensé était la réduction de notre intimité conjugale. Le fait d'être à la maison chaque soir avait prolongé notre lune de miel. Tout l'hiver, nous allumions la cheminée 4 ou 5 soirs par semaine. Il semblait que chaque fois que nous nous blottissions devant le feu, nous oublions tout sauf l'un l'autre. Quand je suis repassé aux horaires de nuit sauf les week-ends, notre intimité s'est pratiquement évanouie. Debbie n'aimait pas que je la réveille au milieu de la nuit à mon retour, et le matin, elle était trop pressée de se préparer pour le travail pour essayer de me réveiller. Finalement, nous avons dû prendre une demi-journée de congé dans la semaine juste pour nous retrouver. Une fois par semaine, soit elle prenait un jour de congé, soit je prenais une demi-nuit. Ce n'était pas idéal, mais c'était le mieux que nous puissions faire. L'hiver a fait place au printemps, et j'étais pressé de terminer quelques travaux avant l'été. J'avais presque fini d'installer le bain à remous sur la terrasse et j'avais fait appel à des professionnels pour la clôture. Je terminais aussi l'atelier au-dessus du garage. Nous avons commencé à parler d'avoir un bébé et de ce que nous voulions faire de la chambre d'enfant. Un jour, la conversation s'est tournée vers la sécurité des bébés et les avantages d'utiliser un moniteur pour surveiller les petits. Étant électricien, j'ai poussé l'idée plus loin en installant un interphone dans toute la maison. J'ai même relié la terrasse et l'atelier au système. Désormais, peu importe où l'on se trouvait, dans la maison ou le garage, la chambre d'enfant pouvait être surveillée. À cette époque, plusieurs autres électriciens m'ont invité à devenir associé junior dans une entreprise qu'ils créaient. Le travail extérieur prenait de l'ampleur et nous avons décidé de le gérer comme une entreprise légitime. J'ai installé une seconde ligne téléphonique pour la maison et l'atelier afin de pouvoir travailler avec eux séparément. Ce n'était pas nécessaire, mais c'était déductible des impôts. Avec le réchauffement du temps, Debbie et moi avons réussi à partir camper pour de longs week-ends environ une fois par mois. Parfois nous partions avec un ou deux autres couples de notre groupe, parfois nous partions seuls. En juin, Debbie a terminé sa première année de service. Cet événement a été l'élément déclencheur pour qu'elle arrête la pilule. Puis en juillet, c'était notre premier anniversaire de mariage. Nous voulions faire quelque chose de spécial et parlions souvent d'un voyage à Yellowstone Park. Nous avons décidé que août serait le bon moment, et John et Cathy ont demandé s'ils pouvaient venir avec nous. Sortant lentement de ma rêverie, je me suis rendu compte que j'étais assis dans une chaise longue sur notre terrasse, le regard perdu dans le vide. J'avais fini de laver la camionnette et je ne m'en souvenais même pas. Pendant 3 ans, Debbie et moi nous étions fréquentés, fiancés et mariés. Elle était la seule que j'avais désirée depuis le moment où je l'avais rencontrée. Aurait-elle pu me faire cela? Je réfléchissais à John et à ce que je savais de lui. Il avait obtenu son diplôme du lycée Gabriel 1 an avant Debbie. Ils se connaissaient, mais n'étaient pas amis. John était maintenant propriétaire d'une entreprise de construction avec plusieurs associés, dont son meilleur ami Craig. Craig et son épouse faisaient également partie de notre cercle social. Je savais qui était John depuis quelques années déjà, mais je n'avais pas noué d'amitié avant que Debbie ne rentre de l'école. Je me souvenais avoir entendu une histoire il y a quelque temps selon laquelle John avait eu un associé précédent qui avait soudainement quitté l'entreprise au milieu de rumeurs suggérant une liaison entre John et son épouse. Il n'y avait rien de plus et j'ai supposé que ce n'était que des bavardages de comptoir. John et Craig étaient de véritables fêtards. Ils organisaient des happy hours le vendredi soir avec d'autres ouvriers du bâtiment, prétextant que c'était une opportunité de créer des relations d'affaires. Je me souviens de Cathy, l'épouse de John, qui se plaignait amèrement que ce n'était qu'une excuse pour s'enivrer et traîner jusqu'à la fermeture des bars. Alors que j'étais assis à méditer sur le tourbillon de pensées qui traversait mon esprit, je me suis soudain rappelé d'un incident étrange. L'hiver dernier,
Juste avant que je ne change mes horaires, je travaillais sur des équipements dans une usine automobile. J'ai remarqué 4 ou 5 hommes en costume et casque qui descendaient l'allée. Je les observais distraitement quand j'ai cru reconnaître l'un d'entre eux. C'était Josh, mon ancien colocataire d'université. Je l'ai interpellé et il s'est arrêté, son visage s'illuminant en me voyant. Nous nous sommes étreints chaleureusement. Il avait du temps devant lui et nous avons pris un café à la cafétéria. Il s'avérait qu'il avait décroché un poste de représentant commercial pour une entreprise californienne, gérant les équipements qu'il fournissait. Mais il travaillait depuis le bureau de Chicago et l'un de ses clients était General Motors. Son territoire couvrait l'Indiana, l'Ohio et le Michigan. Il passait tous les lundis au bureau et du mardi au vendredi, il était sur la route. Nous avons parlé travail et je lui ai raconté le programme de stage et mon intention de reprendre mes études pour obtenir un diplôme un jour. Puis j'ai ri en disant que, bien sûr, ma femme aurait son mot à dire là-dessus. Une expression surprise est apparue sur son visage. « Tu t'es marié ? Félicitations. Quand est-ce arrivé ? » Je lui ai dit en août dernier et lui ai demandé s'il était toujours célibataire. Il a simplement secoué la tête en disant qu'il était trop occupé pour avoir une relation sérieuse. « Alors dis-moi, comment s'appelle-t-elle » a-t-il demandé en souriant. « Allez Josh, tu la connais. Debbie Königsknecht, je te l'ai présentée avant même que je ne quitte l'école. Tu te souviens ? Bien sûr que je m'en souviens. Elle était la colocataire de Miranda pendant toute la durée de leurs études. Alors vous vous êtes fréquentés à nouveau après l'université ? Demanda-t-il, perplexe. Pas du tout, Josh. Je n'allais pas la laisser partir après l'avoir rencontrée. Nous nous sommes fréquentés pendant les 2 dernières années de lycée de Debbie et nous nous sommes même fiancés juste avant le début de sa dernière année. Une série d'émotions indéchiffrables traversa le visage de Josh avant qu'il ne dise faiblement « Oh, je n'étais pas au courant ». Soudain, il regarda sa montre et dit qu'il n'avait plus le temps et devait partir. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte, mais avant qu'il ne disparaisse, je lui ai demandé sa carte de visite en lui disant que j'aimerais le rappeler. Il répondit « Bien sûr, me serra la main et s'éloigna rapidement. À cet instant, je m'étonnais de son départ précipité. Au cours du mois suivant, je l'ai appelé plusieurs fois pour organiser une rencontre. Les 2 fois, il a évoqué des empêchements et m'a dit qu'il me rappellerait, ce qu'il n'a jamais fait. Maintenant, en repensant à sa réaction et à d'autres détails qui me revenaient à l'esprit, ainsi qu'à ma découverte de ce matin, je réalisais qu'il avait été bouleversé par l'annonce de notre mariage. Je soupçonnais qu'il savait quelque chose à propos de Debbie et qu'il avait délibérément évité d'en parler. Il en découlait que ce qu'il savait n'était pas positif. J'ai sorti sa carte de visite de mon portefeuille et l'ai contemplée quelques minutes avant de prendre une décision. C'était lundi et je savais qu'il devait être au bureau. J'ai pris le téléphone dans la cuisine et composé rapidement son numéro. Quand il décrocha, je dis doucement « Josh, c'est Dave. »« Ah, salut Dave, quoi de neuf ?» dit-il avec prudence. « J'espérais qu'on pourrait se voir cette semaine quand tu seras dans le coin, dis-je. Je ne pense pas que cette semaine soit propice. Écoute, Josh, je sais que tu m'évites. Et je crois savoir pourquoi. J'apprends certaines choses sur Debbie que tu dois connaître. Et j'aimerais vraiment en parler avec toi, dis-je simplement. » Il y eut un silence sur la ligne pendant quelques minutes avant qu'il ne dise « Es-tu sûr de vouloir faire ça, Dave ? Ne serait-il pas préférable de laisser le passer où il est ? Non, Josh, parce que quoi que ce soit, je pense que ça continue encore. Nous étions de bons amis autrefois et j'ai confiance en ton honnêteté. » Il y eut à nouveau un silence au bout du fil. Finalement, il dit « D'accord, Dave, je peux modifier mon emploi du temps et venir demain. Ça te conviendrait ? Ce serait parfait, Josh. Retrouvons-nous au Westgate Tavern près de l'usine d'assemblage. Tu sais où c'est ? Bien sûr, je pourrais y être dans 1 heure au plus tôt. Merci Josh. Je sais que tu ne veux pas faire ça, mais ça compte beaucoup pour moi. Nous avons raccroché et je suis retourné à mes affaires pour mettre de l'ordre après mon voyage à Yellowstone. J'ai pensé à travailler sur quelques projets inachevés autour de la maison, mais je me suis dit, à quoi bon ? Est-ce que tout cela a encore de l'importance ? Le lendemain, je suis arrivé au bar un peu avant 13h et me suis installé dans un box. Environ 15 minutes plus tard, Josh est entré et m'a repéré. Il s'est approché, m'a serré la main et s'est assis sans sourire. « Une bière et un hamburger ?
ai-je proposé. Il a acquiescé, nous avons commandé, et pendant quelques minutes nous avons fixé nos verres en silence. Finalement, j'ai dit « Et si je te racontais ma vie depuis ma rencontre avec Debbie jusqu'à notre mariage? Ensuite, tu pourras me dire ce que tu as vu de ton point de vue à l'université, d'accord ?» Je lui ai raconté comment nous nous sommes fréquentés pendant 1 an, notre rupture et notre réconciliation. Je lui ai dit à quel point je l'aimais et combien je m'étais efforcé de la conquérir. Je lui ai parlé de nos fiançailles et de l'année précédant le mariage, de tout le bonheur que cela m'avait apporté. Je lui ai parlé des hauts et des bas et de tous ces petits détails que je remettais maintenant en question. Quand j'ai terminé, Josh s'est éclairci la gorge et a dit « Je ne comprends pas ce qui te tracasse, Dave. » Alors je lui ai raconté le voyage à Yellowstone, ce que j'avais découvert en nettoyant la camionnette et la conclusion que je ne pouvais plus ignorer. Quand j'ai fini, Dave m'a regardé avec dégoût. « Ah, les femmes !» a-t-il dit en secouant la tête. Il a hésité quelques minutes, puis a dit « Tu sais que je vois encore Miranda de temps en temps ?» J'ai fait non de la tête. Elle vit toujours à Milwaukee, mais vient occasionnellement à Chicago pour affaires. Après notre rencontre où tu m'as parlé du mariage, je l'ai appelée pour dîner lors de sa prochaine visite. Elle est généralement assez amicale. Nous nous étions rencontrés plusieurs fois à l'université. Nous avions même eu une liaison et étions restés amis. Mais dès que je lui ai dit que je t'avais croisé, elle a essayé d'éluder le sujet. Je me suis énervé contre elle et j'ai accusé Debbie et elle d'avoir cherché à te séduire. Je l'ai fait se sentir si mal qu'elle a fini par tout avouer. Et tu sais, je pense qu'elle était soulagée. Miranda et Debbie étaient colocataires pendant leurs 3 dernières années d'université. Et il s'avère que Miranda était la seule confidente de Debbie à ton sujet. Je dois te prévenir, Dave, certaines choses sont assez déplaisantes. Rien ne peut être pire que ce que j'imagine déjà, dis-je amèrement. Eh bien, tu en jugeras par toi-même, dit-il maladroitement. Tu n'as jamais su que j'avais passé le premier semestre de notre 3e année à étudier en Europe. C'est en partie pour cela que nous avons perdu contact. À mon retour au 2e semestre, j'avais oublié que toi et Debbie étiez sortis ensemble avant mon départ. Debbie poursuivait sa vie comme l'année précédente, se voyant quelques fois par semaine. Mais cette fois, ses fréquentations étaient plus sérieuses. Elle sortait avec un garçon pendant environ 1 mois. Dès qu'il commençait à devenir sérieux, elle rompait. Et elle partageait l'intimité de ces garçons sans en faire mystère. Je suppose que Miranda agissait plus ou moins de la même façon. Quoi qu'il en soit, Miranda disait que Debbie ne pouvait simplement pas se tenir éloignée des hommes, même si elle avait une relation chez elle. Elle confiait à Miranda qu'elle avait le meilleur des 2 mondes, un homme qui l'aimait chez elle et la liberté à 400 miles de là où elle pouvait faire ce qui lui plaisait. Ensuite, elle t'a manipulé pour que tu ailles au Texas avec Miranda pendant les vacances de printemps. Les garçons de la fraternité du lycée y allaient et ils avaient invité Debbie et Miranda à les rejoindre. Je suppose que Debbie n'y a pas vraiment réfléchi jusqu'à son retour, quand tu n'as plus voulu avoir affaire à elle. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle a dit à Miranda qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour te reconquérir. Puis quand Debbie est revenue pour sa dernière année, elle a annoncé à Miranda qu'elle était fiancée avec toi. Miranda pensait que cela signifiait que les choses avaient changé, mais ce n'était pas le cas. Debbie reprenait là où elle s'était arrêtée au printemps. Mais comment a-t-elle réussi à le cacher? Elle avait une bague de fiançailles de 3/4 de carat. Et pour Noël, je lui ai offert une Jeep de 2 ans et la carte grise était à mon nom. Bon sang, elle venait me voir dans l'état presque tous les mois, dis-je. Josh haussa les épaules. Elle ne portait jamais d'alliance au lycée et elle disait à tout le monde que son père lui avait offert la Jeep. Quoi qu'il en soit, en mai, avant la fin de l'année scolaire, Miranda et Debbie ont arrangé la location d'une maison près du campus pour leur dernière année. Le petit ami de Miranda à l'époque était dans le coup. Ah oui, Tom. Il a décroché le téléphone quand j'ai appelé la maison un matin, dis-je faiblement. Josh me regarda avec pitié. Le petit ami de Miranda s'appelait Dan. Tom était le petit ami de Debbie. Il était resté depuis l'année scolaire précédente. Elle lui a demandé s'il voulait partager la chambre avec Dan quand il emménagerait. Ils partageaient les frais à 4, pas à 3. Tous les 4 ont vécu dans cette maison jusqu'à l'obtention de leur diplôme. J'ai couvert mon visage de mes mains en essayant de réprimer un frisson. Merde, merde, merde. Ce n'est pas tout, Dave.
Tous les quatre sont allés en Floride pour les vacances de printemps. J'ai entendu dire que Tom avait payé le voyage de Debbie puisqu'il voyageait dans sa Jeep. Enfin, ta Jeep. J'ai secoué la tête. Comment elle et Miranda ont-elles pu me garder secret de leurs petits amis? Après tout, j'appelais chaque semaine et j'envoyais des messages. Ils savaient que Debbie fréquentait quelqu'un chez elle, mais ils faisaient comme si ce n'était pas important. Miranda était la seule à savoir que c'était sérieux. La veille du bal de promotion, un groupe d'élèves de terminale a fait une fête privée dans l'une des fraternités universitaires. Il paraît que Debbie et Tom y ont passé toute la nuit. Quand ils se sont levés le matin pour aller à la cérémonie de remise des diplômes, Debbie a informé Tom qu'elle rentrait chez elle pour se marier. Il ne l'a pas très bien pris. Deux choses me sont venues à l'esprit. D'abord, le type en colère à la cérémonie de remise des diplômes, que Debbie semblait très désireuse d'éviter. Et deuxièmement, le fait que Debbie ne voulait pas passer la nuit avec moi quand nous sommes rentrés ce soir-là, après avoir passé la nuit précédente avec son petit ami. Ce n'était pas difficile de deviner pourquoi. Mon Dieu, quel imbécile j'étais. On m'avait menti depuis le début. Comment peut-on être une personne aussi froide et manipulatrice et le cacher si longtemps? Ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Josh s'est détourné de moi et a dit « Je ne sais pas, Dave. » Elle l'a juste fait. Miranda et elle étaient amies, mais à la fin, même elle en était choquée. Et la dernière chose qu'elle voulait était d'être la demoiselle d'honneur de Debbie et de te regarder en face. Elle sortait encore avec Dan au moment du mariage et hésitait à l'amener de peur qu'il ne divulgue quelque chose. Nous avons continué à parler et pris une autre bière. Je ne pouvais pas avaler une bouchée de nourriture, craignant de vomir. Je savais qu'il y aurait plus de larmes après. Finalement, Josh a dit « Que vas-tu faire, Dave ?»« C'est fini, Josh. 3 ans. 3 satanées années que j'ai investies dans cette relation. 3 satanées années pendant lesquelles elle m'a menti encore et encore. Elle était la chose la plus importante dans ma vie depuis le jour où je l'ai rencontrée. Mais pour elle, apparemment, notre relation ne signifiait rien, ai-je dit amèrement. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes pendant que je me ressaisissais. Je comprenais maintenant comment un homme pouvait tuer dans un accès de passion. Tout ce que tu m'as dit s'est passé avant notre mariage. Je dois découvrir ce qu'elle fait maintenant pour ma propre tranquillité d'esprit. Et peut-être que j'obtiendrai une réponse sur le pourquoi. Alors elle appartiendra au passé, dis-je entre mes dents serrées. Lorsque nous nous sommes finalement dit au revoir près de sa voiture, j'ai ajouté « Je t'en serai reconnaissant de ne pas informer Miranda que nous nous sommes vus. Je ne veux pas que Debbie soupçonne que je sais quoi que ce soit. Bien sûr, Dave. Appelle-moi quand tu veux. Je suis désolé de t'avoir évité. Je ne voulais simplement pas être au cœur de tout ça. Nous nous sommes serrés la main et sommes partis chacun de notre côté. Je suis rentré environ 1 heure avant de devoir partir pour mon service, juste à temps pour recevoir un appel de Debbie. Elle essayait habituellement d'appeler pendant la journée et si nous ne nous joignions pas, je l'appelais pendant ma pause déjeuner au travail. J'ai tenté d'agir le plus normalement possible, bien que le son de sa voix me mette en fureur. Elle m'a taquiné en me demandant quand je rentrerais tôt cette semaine pour passer du temps ensemble. J'ai feint le regret en lui disant que je ne pouvais demander aucun jour de congé cette semaine en raison des nombreux départs en vacances, ce qui était un mensonge. Elle a alors suggéré de prendre mercredi ou jeudi. À nouveau, je lui ai dit avec regret que j'avais un emploi à temps partiel ces jours-là et ne serais pas à la maison, un autre mensonge. Pressentant qu'elle refuserait, je lui ai dit que je serais disponible toute la journée de vendredi si cela l'intéressait. Elle a hésité un moment, puis a dit qu'elle ne pensait pas pouvoir se libérer vendredi. Après nous être dit « je t'aime », nous avons raccroché. J'ai contemplé le téléphone avec mélancolie, me rappelant ce que John avait dit lors du voyage à Yellowstone. Il avait dit qu'il travaillerait à Southfield toute la semaine, mais m'avait murmuré en riant qu'il serait de retour vendredi pour l'happy hour. J'ai cherché le numéro professionnel de Cathy et l'ai composé. Quand elle a répondu, j'ai demandé si John était absent et elle m'a dit que non. Je lui ai dit que je voulais lui emprunter quelques outils. Elle a répondu qu'il serait de retour vendredi, ajoutant avec ironie que ce serait probablement juste à temps pour l'happy hour. Je lui ai dit que je le contacterais pendant le week-end et j'ai raccroché. J'ai supposé que si Debbie et John se voyaient régulièrement, ils se retrouveraient à la première occasion. Étant donné que John serait absent jusqu'à vendredi et que je serais à la maison tout le week-end, il était logique que vendredi soir soit leur meilleure chance.
Et puis je me suis souvenu d'un incident survenu plus tôt dans l'été. Un samedi matin, je m'étais levé avant Debbie, j'avais pris mon café sur la terrasse et le jacuzzi était dans un état déplorable. La couverture était retirée et quelques canettes de bière vide traînaient. Des serviettes de plage humides étaient jetées sur la rambarde. Quand Debbie s'est levée, je l'ai interrogée à ce sujet. Elle était quelque peu gênée et m'a expliqué qu'elle était allée prendre un verre avec des collègues du bureau, puis qu'elles étaient revenues à la maison pour profiter du bain à remous. Elle s'est excusée de ne pas avoir rangé derrière elle. Je me demandais alors qui avait réellement fréquenté ce bain. Depuis, elle a mentionné à plusieurs reprises ses sorties du vendredi soir avec ses amis. Ce soir-là, après le travail, je ne pouvais supporter l'idée de dormir à ses côtés. J'ai fini par m'allonger sur le lit dans le bureau. Elle fut si surprise qu'elle m'appela quelques heures après son arrivée au travail pour comprendre pourquoi je n'étais pas venu au lit. Je lui ai dit que je pensais avoir des troubles gastriques et que je ne voulais pas la réveiller. Elle m'a conseillé de prendre du Pepto-Bismol et d'aller me coucher. Avant de raccrocher, elle a dit « Au fait, as-tu vérifié le niveau de pH dans le bain à remous depuis notre retour de Yellowstone ?» Je lui ai répondu « Non, certainement pas. Pourrais-tu le faire, mon chéri ? Je ne voudrais pas qu'il s'écarte trop de la normale si l'envie nous prenait soudainement de l'utiliser, dit-elle d'un ton taquin. Alors qu'elle raccrochait, je pensais « Il semblerait que quelqu'un s'apprête à utiliser le bain à remous, et ce ne sera pas moi. » Quoi qu'il se passe, cela semble prévu pour vendredi soir. J'ai immédiatement décidé de prendre mon vendredi. Cette nuit-là au travail, j'ai commencé à réfléchir au fait que je devais rassembler des informations et des preuves d'une manière ou d'une autre. Je savais qu'avec l'aide de mes amis électriciens, je pourrais probablement équiper la maison de micros, mais probablement pas dans un délai si court. Et puis j'ai eu une illumination. Le système d'interphone que j'avais installé étant enfant. Le lendemain matin, j'ai saisi mes outils et commencé à retirer les façades des interphones. J'ai découvert qu'en modifiant quelques fils, je pouvais verrouiller chaque unité en mode transmission. Je les ai tous modifiés, y compris celui sur la terrasse près du bain à remous. Désormais, la seule unité qui recevait un signal se trouvait dans mon atelier au-dessus du garage. Je les ai tous testés avec un récepteur radio portable. Depuis l'atelier, je pouvais entendre la radio dans chaque pièce. Décidant d'aller plus loin, je me suis précipité dans un magasin d'électronique et ai acheté une demi-douzaine de microphones miniatures ultra sensibles. J'ai remplacé les microphones des interphones par ceux-ci et j'ai constaté que cela augmentait leur sensibilité d'environ 20%. Lorsque j'eus terminé le travail, je m'assis dans l'atelier en songeant qu'ayant désormais la capacité de surveiller les événements dans la maison, je devrais pouvoir capturer ces informations. Je possédais un ancien magnétophone à bobine, une véritable relique qu'un des électriciens m'avait donnée pour bricoler. J'y enregistrais de la musique et la diffusais parfois pendant mes travaux. Je le sortis et plaçai le microphone près du haut-parleur de l'interphone. Je fis un essai en allumant la radio dans plusieurs pièces de la maison et enregistrai le son. Tout fonctionnait parfaitement. La bobine était si grande que je pensais pouvoir enregistrer plus de 6 heures. Je me levai pour regarder par la fenêtre du grenier. Le garage était orienté de telle façon que je pouvais voir l'arrière-cour, la terrasse et la porte-fenêtre donnant sur une partie de la cuisine. De l'étage, je pouvais également apercevoir la fenêtre de la chambre principale si les rideaux étaient levés. Mais la nuit, je ne distinguerais probablement que des ombres, sauf si l'éclairage était parfait. Je décidai que le son suffirait pour mes besoins. Ce soir-là, après le travail, j'appelai à la maison comme d'habitude. Debbie et moi bavardâmes un moment. Elle me dit combien je lui manquais et souhaitait que je rentre plus tôt. Je simulai la nostalgie et le regret de ne pouvoir le faire. Je lui dis que nous nous rattraperions pendant le week-end. Elle demanda négligemment si le bain à remous fonctionnait bien, et je répondis affirmativement, un nouveau mensonge. Cette nuit-là, je dormis encore sur le lit de camp, comme toute la semaine. Le vendredi, Debbie appela juste avant que je ne parte pour mon service. Elle voulait m'informer qu'elle rejoindrait ses amis pour prendre un verre et peut-être dîner après le travail. Elle tenait à me prévenir au cas où j'essaierais d'appeler et qu'elle ne soit pas là. Je lui dis que ce n'était pas un problème et que j'avais des heures supplémentaires prévues ce soir-là, donc je rentrerai également un peu tard. La manipulation flagrante et les mensonges éhontés, maintenant si évidents, me stupéfiaient, et elle était si à l'aise avec cela. Comment avais-je pu me laisser berner pendant 3 ans? Était-ce sa beauté?
Étais-je tellement épris de l'amour que je ne remarquais rien d'autre? Avais-je une faille de caractère si importante qui lui permettait de me faire cela? Tandis que je méditais sur ces questions, je déplaçais la camionnette vers une impasse située à quelques rues derrière notre maison. Notre quartier peu développé disposait d'un sentier à travers les bois que je pouvais emprunter pour approcher discrètement l'arrière du garage. J'entrais par la porte arrière et montais à l'atelier. Je m'effondrais, épuisé, dans un vieux fauteuil délabré que je gardais là. Je me suis adossé dans le fauteuil et j'ai fermé les yeux, me sentant soudainement épuisé après plusieurs jours de repos insuffisant et de tension mentale constante. Brusquement, mes yeux se sont ouverts, et j'ai réalisé qu'il faisait sombre à l'intérieur comme à l'extérieur. J'avais été réveillé par le bruit de la porte du garage qui s'ouvrait. J'ai regardé l'horloge et j'ai été surpris de voir qu'il était presque 20 heures. J'avais dormi près de 3 heures. Je me suis approché à pas feutrés de la porte menant au garage et l'ai entr'ouverte. J'ai vu la Jeep se garer et j'ai distingué le haut de la tête de Debbie lorsqu'elle en est descendue. Je me suis faufilé jusqu'à la lucarne et j'ai aperçu le bord de la voiture dans l'allée, et dans la faible lueur du Porsche, je pouvais distinguer John qui se tenait là. Ils se sont enlacés, puis se sont dirigés vers la maison avant de disparaître. Par l'interphone, j'ai entendu les clés teinter dans la serrure, la porte s'ouvrir, et un murmure de voix. J'ai rapidement mis en marche l'enregistreur et me suis assis sur l'établi d'où je pouvais observer l'arrière de la maison. « Sois patient, dit Debbie en gloussant. J'ai entendu John marmonner quelque chose en réponse. Je dois aller aux toilettes. Serre-moi un verre de vin et prends-toi une bière, dit-elle en traversant la cuisine. Je l'ai entendu appuyer sur le bouton du répondeur sur le comptoir en passant, qui a répondu. Pas de nouveau message. 1 minute plus tard, j'ai vu la lumière s'allumer dans notre chambre, et elle est passée devant la fenêtre ouverte pour aller dans la salle de bain principale. Je pouvais l'entendre appeler, la chasse d'eau, et l'eau couler dans le lavabo. Pendant ce temps, j'entendais John fouiller dans notre garde-manger, les bouteilles s'entrechoquant. J'ai entendu le bouchon sauter quand il a ouvert le vin et versé un verre. Puis la porte du réfrigérateur s'est ouverte et je l'ai entendu décapsuler la bière. J'ai serré les dents car il était évident qu'il savait où tout se trouvait et se sentait comme chez lui. Debbie est sortie de la salle de bain et se trouvait de nouveau devant la fenêtre de la chambre. Elle s'est dirigée vers la commode et en a sorti quelque chose du tiroir du bas. Se redressant, elle l'a passé par-dessus ses épaules et l'a noué. Le tissu argenté scintillant m'a fait comprendre qu'il s'agissait d'un des déshabillés que je lui avais acheté à Saint-Martin pendant notre lune de miel. Elle s'est tournée vers la porte et la lumière de la chambre s'est éteinte. Un moment plus tard, dans la faible lumière de la cuisine, je l'ai vue passer devant la porte-fenêtre coulissante. « Waouh, quelle tenue !» a dit John. « Merci. Est-ce que ça attire ton attention ?» a dit Debbie en riant. « Il me semble que Dave gaspille son attention dessus, a-t-il répondu. Le déshabillé que je lui avais acheté pour sa lune de miel. Je pensais amèrement qu'elle le réservait habituellement pour les occasions spéciales. Maintenant, elle le portait pour lui. Allons simplement à l'étage, Debbie, dit John, presque gémissant. Nous avons toute la nuit devant nous, Dave travaille tard. Ils s'assirent, burent, parlèrent et rirent comme si rien d'autre n'importait. Il était évident qu'ils étaient à l'aise ensemble dans cet endroit. Il était manifeste que ce n'était pas la première fois. John sortit du bain et alla chercher une autre bière. À son retour, il se tint sur la marche dans l'eau devant Debbie. « As-tu vu la tête de Craig quand nous avons quitté le bar et que tu m'as demandé de passer un moment ?» Il rit. « Oui, je pense qu'il était un peu jaloux, » dit-elle distraitement. John sirota sa bière et dit « Oui, il était un peu contrarié. Mais ce n'est pas comme si tu n'avais pas déjà partagé des moments avec lui. Vous vous dites tout, n'est-ce pas ? Généralement, dit-il avec un léger rire. C'était une seule fois et cela ne se reproduira jamais, affirma-t-elle fermement. Oh, pourquoi ? Parce que la différence entre vous deux, c'est que Craig, après quelques bières, ne peut plus tenir. Alors que toi, peu importe combien tu bois, tu es toujours performant. Après un moment, John dit « Faire l'amour dans la camionnette à Yellowstone, c'était tellement excitant. C'était génial de supplier pour un voyage en camping pour qu'on puisse être seul. » Debbie rit. Si Dave et Cathy savaient, tout ce qu'ils pouvaient évoquer était le lac, la pêche et la vue. Ah, je pense que j'avais la plus belle vue. Et mon Dieu, comme j'en avais besoin. C'était la seule fois de tout le voyage, se plaignit John.
Qu'est-ce qui ne va pas? Toi et Cathy, ça ne va pas? C'est correct selon ses critères. Depuis la naissance de Jake, elle considère cela uniquement comme un acte de procréation, pas de plaisir. Maintenant, chaque fois que je désire un moment intime, il faut de sérieuses négociations. Debbie rit, pauvre chérie. Heureusement que tu as accepté mon invitation à l'Happy Hour ce vendredi-là et que nous nous sommes bien entendus. Tu peux remercier Dave pour ça. S'il n'était pas passé au deuxième quart, je n'aurais peut-être jamais eu cette envie. D'ailleurs, si ce n'était pas moi, tu serais probablement avec quelqu'un d'autre. Peut-être, mais tu es la plus belle femme avec qui j'ai été. Mais oui, je devrais le remercier de ne pas faire le nécessaire pour toi. Ne te méprends pas, il fait du bon travail. Mais tu es là et lui non. Après quelques instants de silence, John dit « Pourquoi vous êtes-vous mis ensemble au départ? Ça ne ressemble pas à un véritable amour pour moi. Quand j'étais à l'université, j'avais beaucoup de petits amis, mais j'aimais avoir un copain quand je rentrais chez moi. Dave est devenu ce gars-là. C'était un homme persévérant et agréable. D'apparence convenable. Quand nous étions ensemble, je pensais que ce serait bien de se marier. Mais quand je retournais à l'université, je n'en étais plus si sûr. Mais avec tous ces petits amis universitaires, qu'est-ce qui t'a convaincu de te décider pour lui? Bon sang, John, regarde cette maison. Il pourrait figurer dans « Maison et jardin ». Il gagne au moins 2 fois plus que tous ces garçons de fraternité. Bien sûr, il travaille aussi 2 fois plus dur. Mais Dave me donne tout ce que je veux. Je le mène par le bout du nez. Une fois que nous aurons des enfants, je ne travaillerai probablement plus jamais. Debbie soupira et rejeta sa tête en arrière. Oh oui, j'aurai tout. Une belle maison, de belles voitures, quelques enfants, et un mari qui gagne bien sa vie et est assez gentil pour changer d'horaire quelques fois par an, me laissant m'amuser parfois. Que pourrait demander de plus une femme? Quand elle dit cela, je grognais et m'appuyais contre le mur. Je me sentais comme si j'avais reçu un coup de poing. Était-ce vraiment ce qu'était notre relation? Juste de l'argent et des biens matériels? Puisqu'on parle de ce qu'une femme désire, si on montait dans la chambre un moment, suggéra John. Allez, Debbie, montons à l'étage. D'accord, dit Debbie en gloussant. Très bien, pensai-je, j'en ai assez entendu. Il est temps de mettre ce salaud dehors. Je sortis mon téléphone professionnel et composai notre numéro de maison. Quand le téléphone sonna, j'entendis Debbie dire « Chut, c'est probablement Dave. » Merde, je lui avais dit de ne pas appeler. « Tu vas répondre ?» demanda John. « Non, laissons le répondeur prendre. » Après la 4e sonnerie, le répondeur se déclencha. Après le bip, essayant de parler normalement, je dis « Salut chérie, tu es probablement encore sortie. Je ne me sens toujours pas très bien aujourd'hui. Mon patron m'a laissé partir plus tôt, alors je serai bientôt à la maison. Au revoir. » Je me suis ensuite adossé à ma chaise et j'ai observé et écouté tout autour de moi partir dans différentes directions. Debbie bondit sur ses pieds, saisit une serviette et dit « John, tu dois partir maintenant. » Quoi? Pourquoi? On a le temps. Non, non, il m'a dit que parfois il peut rentrer en 15 à 20 minutes avec peu de circulation, s'il passe tous les feux. Je dois tout nettoyer et avoir l'air d'être rentré juste à temps pour son arrivée. Maintenant, sors et aide-moi à remettre la couverture sur le jacuzzi. John continua de grommeler et de se plaindre pendant qu'il l'aidait avec la couverture. Bon sang, John, tais-toi et habille-toi. Apparemment, elle ramassa ses vêtements et les lui lança, et je pouvais l'entendre ramasser les canettes de bière. Ils entrèrent tous deux dans la maison et je l'entendis lui dire de l'appeler la semaine suivante avant de claquer la porte. J'écoutais sa voiture démarrer et quitter l'allée. Je cessai de regarder par la fenêtre et me réinstallai dans mon fauteuil. Pendant un moment, je pus entendre Debbie s'affairer à l'intérieur, la télévision en marche et le bruit de la vaisselle qu'elle rinçait dans l'évier. Je restais assis là, méditant sur ma vie, mon mariage et mon avenir. La dernière chose que j'entendis de la maison fut le murmure irrité de Debbie « Bon sang, Dave, tu as gâché ma soirée, où es-tu donc ?» Et je pensais « N'est-ce pas regrettable ?» Je fermai les yeux quelques minutes puis réalisai que je n'entendais plus aucun bruit depuis un moment. Je regardai l'horloge, il était plus de minuit. La maison était silencieuse et sombre, seule la lumière du porche était allumée. J'éteignis l'enregistreur, sortis par la porte arrière du garage et retournai à la camionnette.
Je me garai devant la maison et m'arrêtai dans l'allée. Sans allumer la lumière, je me glissai discrètement dans la maison. Ne voulant pas dormir, je pris une bière dans le réfrigérateur et sortis sur la terrasse. Je m'assis dans l'obscurité, contemplant les étoiles et réfléchissant au fait que je devrais y mettre fin demain. La mélancolie planait au-dessus de moi comme un nuage sombre. Soupirant, je me levai et me tournai vers la maison. Ce faisant, mon pied heurta quelque chose qui glissa vers le bain à remous. Je me penchai et ramassai ce qui s'avéra être un portefeuille. J'entrai dans la cuisine et l'ouvris. À la lueur de la veilleuse, je vis le permis de conduire de John. Je montai lentement les escaliers et m'immobilisai un instant à la porte de la chambre, écoutant la respiration régulière de Debbie. Je me dirigeai vers mon bureau et préparai le lit pour dormir seul à nouveau. Je jetai mon portefeuille sur le bureau et plusieurs objets s'en échappèrent. Je saisis le paquet étiqueté Trojan Ultracine. Je le reposai lentement sur la table, m'allongeai sur le lit et tirai la couverture sur moi. Je m'éveillai doucement au rayon du soleil filtrant par la fenêtre. Le bruit léger de la douche se faisait entendre dans la salle de bain. Tout ce qui s'était passé la veille me revint en mémoire. Chancelant, je me levai et me traînai jusqu'à l'autre salle de bain pour mes besoins. Ensuite, je me lavai le visage et contemplai mes yeux cernés dans le miroir. Je retournai dans notre chambre au moment où Debbie sortait de la salle de bain enveloppée dans une serviette. « Eh, chérie, que t'est-il arrivé hier soir ?» dit-elle. « Que veux-tu dire ?» répondis-je, légèrement embarrassé. « Tu as dit que tu rentrerais tôt et puis tu ne l'as pas fait. » Elle s'est approchée de moi et m'a embrassé sur les lèvres. « Quelque chose est survenu et le patron ne voulait pas me laisser partir avant minuit, ai-je dit. « Tu te sens bien ? Tu as besoin de te raser, mon chéri, dit-elle. J'ai encore un peu la nausée, c'était la simple vérité. Elle m'a souri doucement. J'ai quelque chose qui te fera te sentir mieux. Je suis resté immobile, plongeant mon regard dans ses yeux. Alors, que peux-tu m'offrir, petite dévergondée ? Tu veux tomber enceinte, n'est-ce pas ? La prochaine fois que tu sors avec John, dis-lui de ne pas se protéger. Le visage de Debbie devint aussi pâle que les draps du lit. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans émettre un son. Ou peut-être Craig. Bien sûr, il faudra le tenir éloigné de la bière pour qu'il puisse tenir assez longtemps. Finalement, Debbie parvint à couiner faiblement. « Quoi, qu'as-tu dit ?» J'ai approché mon visage tout près de son nez et dit d'un ton sinistre, « Je pense que tu m'as bien entendu. Maintenant sors de ma maison » ai-je pratiquement crié. Elle était si choquée et surprise qu'elle s'est éloignée de moi en roulant et tombée de l'autre côté du lit avec un bruit sourd. Sa tête a émergé au-dessus de la literie et elle m'a fixé. Ses yeux étaient grands comme des soucoupes et sa bouche restait entr'ouverte jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à balbutier « Tu n'as pas de sens. » Non ? Ou peut-être Tom le Magnifique. Tu te souviens de Tom ? Ton colocataire en dernière année d'université ? Je l'ai dit avec sarcasme, ce qui lui a arraché un hoquet de surprise. Je me suis tourné vers ses tiroirs et en ai ouvert quelques-uns. Je lui ai lancé un jean et une chemise et dit « Habille-toi maintenant. » Tu t'en vas. Elle s'est tenue de l'autre côté du lit et s'est mise à protester. Mais Dave, j'habite ici. Plus maintenant. Maintenant habille-toi ou tu sortiras dans cette tenue. J'ai attrapé mes vêtements et me suis précipité dans la pièce. J'ai sorti un annuaire d'un tiroir et trouvé le numéro des taxis jaunes. J'ai appelé et demandé un taxi le plus rapidement possible. Debbie s'est assise au bord du lit et sanglotait. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas, garce ? Tout ce que je voulais, c'était qu'elle sorte d'ici au plus vite. » J'ai fouillé dans le placard et lui ai lancé une paire de sandales. « S'il te plaît, Dave, je t'aime. Ne me fais pas ça. » Furieux, j'ai dit « Tu m'aimes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'es qu'une menteuse, une traîtresse qui ne sait pas ce qu'est l'amour. » Elle s'est effondrée sur le sol, pleurant et enveloppant sa tête de ses bras. Elle est restée assise par terre, couvrant son visage de ses mains et sanglotant. Je saisis un verre d'eau et le déversai sur sa tête. Elle siffla et peina à se relever. Elle dut s'agripper au comptoir pour ne pas chanceler, tant elle était bouleversée. À cet instant, un klaxon retentit depuis l'allée. Elle leva la tête et murmura « Qu'est-ce que c'est ? C'est ton taxi. Tu vas faire un tour. » Mais, et ma Jeep ? J'ai une Jeep. Non, j'ai une Jeep. Elle est immatriculée à mon nom, tu te souviens ?
Elle observa avec effroi tandis que je prenais son trousseau et en retirais ses clés de maison et de voiture. Puis je jetai le trousseau dans son sac à main et le lui fourrai dans les mains. « Allez, on y va !» Je la pris par la main et l'entraînai vers la porte latérale. Elle tenta de parler, sanglotant et octant, mais je n'écoutais pas. Je la poussai sur la banquette arrière du taxi et fermai la portière. Me penchant vers le chauffeur, je lui tendis $50 et lui indiquai de la conduire au 5935 West Barnes Road. Le chauffeur regarda la femme presque hystérique à l'arrière. « Vous êtes sûr ?» dit-il. « Oui, c'est là qu'elle habite. Et voici $20 de plus pour s'assurer qu'elle ne revienne pas ici. »« Compris, » dit-il avant de passer rapidement la marche arrière et de quitter l'allée. Je l'ai regardé s'éloigner puis rentrer lentement dans la maison. Sortant une bière du réfrigérateur, je m'effondrai sur une chaise de cuisine et fixai le mur jusqu'à ce que ma colère s'apaise. C'était fini. C'était vraiment terminé. Pendant près de 3 ans, ma vie avait tourné autour de Debbie. Toutes mes actions visaient à la rendre heureuse. Je me sentis vide et perdu en réalisant que tout était fini. Un moment, je restais là, les larmes ruisselant sur mon visage. Progressivement, je commençais à réfléchir à ce que je devais faire ensuite, et ainsi de suite. Puis je ris de soulagement, réalisant que j'avais un plan. Ma vie n'était pas terminée. Je saisis mon téléphone et composai un numéro. « Carl, c'est Dave. Je voulais te dire que Debbie est en route vers chez toi. Elle n'est plus la bienvenue ici. Tu peux envoyer quelqu'un chercher le reste de ses affaires. Non, je ne veux pas en parler maintenant. Au revoir. » Et je raccrochais. Je restais assis à siroter ma bière, sentant la tension quitter mon corps. Une fois la bière terminée, je montais prendre une longue douche chaude, me raser et enfiler des vêtements propres. Je me tenais dans notre chambre, me demandant par où commencer. Je pris quelques cartons et y jetai tous les produits de toilette de Debbie. Puis j'ai commencé à vider le contenu des placards et des tiroirs de Debbie dans des sacs poubelles. Une fois terminé, un énorme tas s'était formé sur le sol. J'ai apporté le carton dans la chambre pour emballer ses manuels universitaires. Ce faisant, j'ai remarqué le portefeuille de John sur la table. Pensif, je l'ai saisi et ai commencé à en examiner le contenu. Ma décision prise, j'ai saisi le téléphone et composé son numéro. Après quelques sonneries, Cathy a décroché. J'avais toujours apprécié Cathy. Elle était intelligente, charmante, travailleuse et joviale. Je me sentais mal à l'idée de ce que j'allais faire, mais elle méritait de connaître la vérité. « Cathy, c'est Dave. John est là ? Salut Dave, il dort encore. Je peux lui demander de te rappeler à son réveil ? Non, dis-lui simplement qu'il peut venir chercher son portefeuille quand il veut. Son portefeuille ? Comment s'est-il retrouvé chez toi ? Dit-elle, perplexe. Je pense qu'il l'a égaré en retirant son pantalon hier soir. C'est une plaisanterie ? Dit-elle en commençant à rire. Je ne crois pas, répondis-je d'un ton grave. D'accord. Et pourquoi a-t-il retiré son pantalon ? Eh bien, il devait l'enlever pour entrer dans le bain à remous de Debbie. Dave, ce n'est pas drôle du tout. Je t'ai dit que ça ne l'était pas. Debbie est là ? Laisse-moi lui parler. Debbie ne vit plus ici, Cathy. Il y eut un moment de silence. Puis, mon Dieu, il n'a pas. Si, il l'a fait. Je dois y aller, murmura-t-elle au téléphone. Dis à John que j'aimerais vraiment qu'il vienne chercher son portefeuille. J'aimerais avoir une conversation avec lui, dis-je avec véhémence. Sans un mot de plus, elle raccrocha. 1 heure plus tard, alors que je traînais un autre sac d'affaires de Debbie dans le garage, une voiture s'est garée dans l'allée. Je me suis arrêté et j'ai vu Sarah sortir du véhicule et s'approcher de moi. Elle s'est arrêtée, a posé ses mains sur ses hanches et a dit « Elle a finalement réussi à te faire du mal, n'est-ce pas ?» Oui, ai-je admis à contre-cœur. Elle a regardé la pile de sacs que je remplissais et a demandé « Aucune chance ?» Pas la moindre chance, ai-je dit fermement. Elle a acquiescé. « Tu es venu chercher ses affaires ?» ai-je demandé. « Non, je suis venu voir comment tu allais. »« Hein ?» dis-je, confus. « Je les emporterai en partant, mais je suis vraiment venu voir si tu en avais vraiment fini avec elle. Et si tu avais mis ma pagaie à l'eau. Je ne comprends pas. Dave, je suis à moitié amoureuse de toi depuis que tu as commencé à sortir avec Debbie. Quand vous vous êtes réconciliés après votre rupture, je lui ai dit qu'elle ferait mieux de bien te traiter,
sinon je m'en chargerai. Je pense qu'il est trop tôt pour que tu sortes avec ton ex-belle-sœur. Mais je veux que tu saches que je suis intéressé. Réfléchis-y. Maintenant, aide-moi à charger ces affaires dans la voiture et je vais les emmener. » Avant de monter dans la voiture, elle dit « Au fait, Debbie est chez elle. Papa et maman essaient de l'empêcher de faire une dépression nerveuse. Je pense que le fait d'avoir été finalement démasqué a brisé son petit monde imaginaire. Je suppose qu'il y a vraiment une justice en ce monde. » Elle rit, m'embrassa sur la joue et partit. Je la regardais s'éloigner, complètement abasourdie. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand elle est arrivée, mais certainement pas à cela. Quelques jours plus tard, Cathy est venue chercher le portefeuille de John. Je lui ai fait écouter l'enregistrement et elle a pleuré. Essuyant ses yeux, elle dit « Je sais que ce n'était pas la première fois. Je suis presque certaine qu'il entretenait une liaison avec la femme de son précédent associé il y a quelques années. Son entreprise a soudainement fermé et John n'a jamais pu expliquer pourquoi. En partant, elle m'a demandé si je pouvais lui faire une copie de l'enregistrement. J'ai accepté. Carl a commencé à appeler presque tous les jours, insistant pour que Debbie et moi parlions. Vers la 4e fois, je lui ai dit non catégoriquement, et j'ai transféré l'enregistrement sur une cassette que je lui ai envoyée. Il n'a appelé qu'une seule fois après cela, et c'était pour s'excuser auprès de moi. J'ai également envoyé une copie à Cathy et à mon avocat. J'ai appris plus tard que Cathy et John s'étaient séparés, mais qu'ils suivaient une thérapie conjugale ensemble. Je n'ai jamais attendu pour inscrire Debbie comme propriétaire de la maison. Et après tout, j'avais gardé des registres et signé pour chaque dollar investi. Finalement, j'ai accepté de céder la Jeep, car il y avait un doute sur le fait que c'était mon cadeau pour elle. Quelques meubles et une répartition de l'argent des comptes courants et épargne ont finalisé le règlement des biens. Je pense que la présence de l'enregistrement a dissuadé Debbie et son avocat d'en demander davantage. Ils ne voulaient certainement pas que je le fasse écouter au juge. J'ai mis la maison en vente dès que j'ai été certain qu'elle ne serait pas considérée comme un bien commun. Je n'avais aucune envie d'y vivre. Je l'avais achetée et rénovée pour une seule raison, et cette raison n'existait plus. C'était un douloureux rappel d'une partie de ma vie que je voulais laisser derrière moi. Elle s'est vendue assez facilement, et comme je m'y attendais, j'en ai tiré un profit considérable. À peu près au moment où le divorce a été prononcé, j'ai obtenu ma licence de compagnon électricien. Quand tout s'est arrangé, j'ai décidé de reprendre mon rêve de retourner aux études. Un ingénieur électricien avec un certificat d'électricien est toujours très demandé. J'ai pris un congé de l'usine automobile et je suis retourné à l'université. L'argent que je recevais de chez moi était plus que suffisant pour payer les frais de scolarité des 3 semestres restants et les dépenses courantes. Je continuais à travailler pour le partenariat 15 à 20 heures par semaine. Avec cet argent et mes économies, je pouvais vivre confortablement. J'ai donc loué un appartement près de l'université que je fréquentais. Il s'est avéré que c'était la même université que Sarah fréquentait. Coïncidence? Peut-être. Ils ont une excellente école d'ingénieurs. Sarah et moi continuions à nous retrouver environ une fois par semaine pour déjeuner, prendre un verre ou simplement discuter. Elle me tenait au courant des affaires de Debbie sans que j'aie à demander. Carl et Angela la détestaient tellement que dès qu'elle a récupéré sa Jeep, ils lui ont demandé de déménager. Peu après le divorce, elle a été mutée dans un magasin de la banlieue de Détroit. Maintenant, ils la voient rarement. Debbie a essayé de me parler avant et après la finalisation du divorce. Elle transmettait ses messages par Sarah puisque je refusais ses appels. Je lui ai dit de dire à Debbie que j'avançais dans ma vie et qu'il n'y avait rien qu'elle puisse me dire pour changer cela. Sarah et moi continuons à nous rapprocher. Je reconnais qu'il existe une attraction indéniable entre nous. Et chaque fois que nous nous voyons, elle me rappelle taquinement son intérêt pour une relation. Je me suis résigné à l'idée de recommencer à zéro et elle semble être un excellent choix. Récemment, elle a suggéré, de manière symbolique, que nous emménagions ensemble pour économiser de l'argent pendant que nous terminons nos études. Jusqu'à présent, j'ai résisté. Mais je pense qu'elle sent que je faiblis. Y a-t-il une malédiction K13? Si c'est le cas, je pense que je suis définitivement fichu. Fin. Si vous avez aimé l'histoire, merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos pensées dans les commentaires. Merci.